Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la tempête Eunice et de manière générale des tempêtes et de leur impact sur l'atterrissage, sur la sécurité des vols. Vous le savez peut-être, le 18 février dernier en Angleterre, ils ont eu un record de vent, 196 km/h, c'est au-dessus de 100 nœuds. Et regardez, ça c'est des images tournées le 18, et oui, il y a du travail, on voit que même les oiseaux ont du mal. Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans un premier temps de la tempête, du vent, de l'impact que ça a eu sur le trafic aérien européen. Dans un deuxième temps, du vent, de manière très précise, des wind shear, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, du pilotage, comment est-ce que les pilotes nous faisons face? Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre partenaire connu des pilotes de ligne, des hôtesses, des stewards, de toutes les personnes qui voyagent en fait. Il s'agit de NordVPN. Alors pourquoi est-ce que c'est connu? Justement parce que c'est un système qui vous permet en fait d'accéder à une sorte de tunnel sécurisé qui va vous permettre de vous connecter à Internet de manière sécurisée. Si vous, par exemple, vous êtes au petit déjeuner de votre hôtel en déplacement, vous n'avez pas à vous connecter directement au Wi-Fi, vous passez par NordVPN. Cela peut avoir un impact sur votre emplacement. Bref, je vais faire simple si vous n'êtes pas des rois de l'informatique comme moi. Et l'idée, c'est de vous permettre d'accéder à Internet de manière sécurisée, avec une très bonne bande passante, de pouvoir faire croire que vous êtes à un autre endroit sur Terre, ce qui peut avoir ses avantages, surtout dans la conjoncture actuelle, et d'avoir donc accès à énormément d'informations de la manière la plus discrète possible. Qu'est-ce que l'on vous propose? On vous propose une offre spéciale, vous avez le lien juste en dessous. Cette offre spéciale, elle est utile pour votre ordinateur, pour votre tablette, mais également pour votre téléphone et quelle que soit votre position dans le monde. Alors n'hésitez plus, encore merci à notre partenaire, c'est ce qui nous permet de faire du contenu de qualité. Surf safe. Et tout ça après notre nouveau jingle où justement il est question des méthodes de l'aérien au-delà du cockpit, du nouveau livre qui est maintenant disponible sur Amazon. A tout de suite. Les tempêtes sont nommées, vous avez dans l'ordre alphabétique de A à X, et après ça reprend si besoin, différents noms. Et ces noms sont différents que vous habitiez en Angleterre, aux Pays-Bas ou en Irlande, ils ont leur propre nom de tempête. Et pour nous, en France, c'est des noms légèrement différents. La tempête Eunice, c'est donc un nom anglais, c'est la 5e A, B, C, D, E, 1, de l'année. Et comme je vous l'ai dit en intro, des vents au-dessus de 100 nœuds. Je vais vous lire le message aéronautique automatique du terrain d'Israël, donc le plus gros terrain anglais, qui disait que le 18 à 13h50 Zulu, l'heure UTC, il y avait un vent qui venait du 260. Alors ça tombe bien, leur piste est orientée au 27, donc 270. Un vent de 37 rafales 50 nœuds, donc des rafales à plus de 90 km/h, et cela a forcément eu un impact. Vous avez 436 vols qui ont été annulés en Angleterre, un 5e à Heathrow, 16% de l'activité de London City, qui est dans le centre-ville, 10% à Manchester des vols ont été annulés. Et vous avez eu des vols qui se sont déroutés ou dégagés. Pour la plupart, ils ont décollé de leur lieu de départ, ils ont essayé de se rendre vers l'Angleterre ou d'autres plateformes, nous allons en parler. Ils ont essayé plusieurs tentatives, en moyenne 2, avant de décider de soit retourner à destination, comme le cas d'un EasyJet qui faisait Bordeaux-Gatwick-Bordeaux, décollage de Bordeaux, ils sont allés vers Gatwick, 2 tentatives d'atterrissage, remise des gaz à chaque fois, retour à Bordeaux, 3 heures de vol pour revenir à destination. Vous avez le BA, British Airways 296, départ de Chicago, objectif se poser à Heathrow, au final, tout le monde allait faire du ski à Genève. Vous avez Ryanair également, Fuerte-Manchester, posé à Bordeaux, Italie-Londres, posé à Oslo. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, c'est une bonne chose. La priorité des compagnies aériennes, la priorité des équipages, la priorité des commandants de bord, des copilotes, des hôtesses, des stewards, c'est votre sécurité. Ils vont donc tenter de vous amener à destination. S'ils ne peuvent pas le faire en toute sécurité, remise de gaz, TOGA, comme on dit chez Airbus, take off, go around, la puissance maximum disponible, on remet les gaz,
et on s'en va. On s'en va vers un terrain où les conditions sont plus sécuritaires. Vous avez des limites en termes de vent, travers, également en termes de vent de face, parce qu'après, il va falloir également pouvoir rouler. Donc, vous avez des limitations qui sont différentes si la piste est mouillée ou la piste est sèche. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un peu plus en détail le vent. En tant que pilote, vous avez accès à différentes informations météorologiques. Vous avez ce qu'on appelle le TAF, qui est une prévision météo. Vous avez le METAR, qui est de manière instantanée ce qui se passe sur la plateforme. Vous avez la tour de contrôle qui vous passe des informations et vous avez vos propres centrales à inertie qui vous donnent également des informations. Le TAF, lui, vous donne un vent qui est en cap vrai. Donc sous nos latitudes, c'est pas trop gênant. Au Canada, vous avez tout de suite 20-30 degrés d'écart. La tour, elle, vous parle en magnétique. Et du coup, c'est plus logique et c'est un peu plus aéronautique. Par contre, la tour vous donne un vent qui est un vent moyen sur les 10 minutes. Donc du coup, c'est un vent qui est légèrement lissé, c'est pas exactement ce qu'il y a à l'instant T. Et nos avions modernes, les plus modernes, vous donnent forcément le vent central. Avec le Rafale, on avait même par exemple la composante traversière. Donc vous savez le vent devant, vous savez le vent de côté, ce qui vous permet en temps réel de savoir ce qui se passe. Et également, vous avez votre vitesse sol, ce qui est appréciable. Ça, c'est grâce au GPS et c'est grâce forcément aux centrales à inertie. Le point à connaître, c'est ce terme de wind shear. Le wind shear, c'est quelque chose d'absolument dangereux. C'est en gros quand vous avez une couche de vent qui se déplace dans une certaine direction à une certaine vitesse, une autre couche de vent qui fait quelque chose de différent. Et donc là, quand vous passez d'une masse d'air à l'autre, ça peut poser des soucis. Vous avez des systèmes de détection de wind shear au sol. Par exemple, sur un terrain de Hong Kong, ils ont une centaine de buoys autour, ils ont du radar météo. Ça va vous permettre de détecter, d'anticiper les wind shear. Vous avez également dans l'avion des systèmes de détection de wind shear. Par exemple, sur Airbus, si vous avez une augmentation soudaine de plus de 15 nœuds, vous allez avoir une alerte wind shear. Une diminution entre 15 et 29 nœuds également de la vitesse du vent, vous allez également avoir une alarme wind shear. Wind shear qui signifie cisaillement de vent. En tant que pilote, c'est une action réflexe, c'est immédiatement remise des gaz et sur la plupart des avions, on ne touche même pas la configuration de l'avion, on ne rentre pas le train, on ne touche pas au volet, on reste avec ce qu'on a et on essaye de reprendre un vario positif. C'est très important. Je vais vous parler un tout petit peu plus des wind shear. Alors les wind shear, vous en avez régulièrement quand vous avez un front météo qui se déplace très rapidement au-dessus de 7,5 mètres par seconde, donc un front qui arrive très vite, vous avez des fois des wind shear. Au niveau de la montagne, vous pouvez avoir des wind shear également. Vous avez au niveau des couches d'inversion, quand il y a des changements de température, des wind shear qui sont également possibles. Vous avez la brise côtière qui peut amener des wind shear et forcément avec les orages. Et après, il y a un autre concept, les microbursts, mais je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo dédiée. Le point qui est important, c'est de comprendre que vous pouvez avoir du cisaillement de vent vertical, ça monte, ça descend, avec du coup un enfoncement de l'avion ou l'avion qui remonte. Et vous pouvez également avoir du cisaillement horizontal avec réduction, augmentation de la vitesse qui a un impact direct sur votre portance. Entre 1964 et 1985, aux États-Unis seulement, vous avez eu 26 crashs, 620 victimes, 15 crashs lors du décollage, 3 crashs en croisière et le reste lors des atterrissages. Maintenant, nous sommes à moins d'un accident par décennie lié au wind shear parce que c'est un concept qui a été étudié. Il y a ces détecteurs sur les terrains, mais également dans les avions et tous les équipages sont formés à cette procédure. Quand j'ai fait mon type rating, ma qualification de type 737 MAX, on m'a refait vivre les conditions d'un accident américain où il y a eu un wind shear et justement il fallait réussir à en sortir. Donc c'est des choses qui sont très intellectualisées. Il est maintenant recommandé aux équipages, si on s'attend à du wind shear, d'avoir de la vitesse en plus, donc d'avoir la protection grâce à plus d'énergie cinétique. En cas de souci, de tout de suite faire preuve de remettre à fond les gaz, on ne fait pas des choses à moitié et comme je vous le disais, de ne pas forcément changer la configuration. Voilà ce que je pouvais vous dire. Face au vent, en tant que pilote, généralement, notre défense, ça va être d'augmenter notre vitesse d'approche. L'augmentation de cette vitesse d'approche va nous donner plus d'énergie et plus de marge en cas d'enfoncement de l'avion, par exemple. On va jamais mettre les pleins volets s'il y a beaucoup de vent. Nous aurons toujours moins de volets, ce qui nous permettra notamment de reprendre des varios, des taux de montée plus rapidement et également de réduire l'impact sur les volets. Et l'autre point, ça peut également être dû à cause des rafales de vent, éviter de déplacer la vitesse des pleins volets.
Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur le vent. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu en détail la partie pilotage. Quand vous avez du vent de face, vous allez augmenter votre vitesse. Généralement, on va augmenter sa vitesse de la demi-rafale. Il y a différentes écoles, différents types d'avions, mais vous allez, donc, comme je vous le disais, prendre plus de vitesse. La problématique, c'est quand le vent arrive de côté. Quand le vent arrive de côté, vous allez avoir de la dérive. Vous allez devoir mettre votre nez, le nez de l'avion, vers la direction où arrive le vent. Et ça peut arriver lorsque vous êtes aux limites, par exemple en A330, vous avez tellement de vent de travers, vous êtes à la limite autorisée légale, que vous avez le nez à fond à gauche, et si c'est le commandant de bord qui pilote, et il y a des chances à ce moment-là, eh bien vous avez du mal à voir la piste. La piste, elle est à 30 degrés, j'ai envie de dire, par votre droite. Parce que, imaginez, vous avez une grosse composante traversière, on parle d'une vingtaine de nœuds plein travers, voire plus, et bien tout de suite, ça va vous faire pas mal de dérives. Je ne vais pas rentrer dans les calculs aujourd'hui, c'est pas l'idée, mais vous allez vous retrouver avec beaucoup de dérives et vous allez avancer en crabe. Avancer en crabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le nez d'un côté, votre vecteur vitesse qui va comme ça, et vous avancez donc de travers. À partir de là, pour se poser, il y a différentes méthodes. Vous avez donc forcément, comme là derrière, vous voyez, ça arrive en crabe et ça se pose en crabe. Les trains d'atterrissage sont prévus pour. Vous avez également le décrabage au dernier moment. Donc vous commencez à toucher, vous pouvez mettre du palonnier. Par exemple sur A330, c'est un bon tiers, voire des fois un demi-tatane. Beaucoup de palonnier pour ramener l'avion dans l'axe. Alors il ne faut pas le faire trop fort non plus. Et après, vous avez une autre méthode qui consiste à faire du side slip. Alors le side slip, c'est vous baissez l'aile d'un côté, vous mettez de la dérive de l'autre et ça vous permet bien, de maintenir l'axe en fait parce que vous mettez de l'aile comme si vous étiez en virage permanent. La problématique de ça sur les avions modernes, c'est quoi? Sur les gros avions de ligne, c'est la largeur des ailes. Avec des ailes très larges comme ça, eh bien, vous allez toucher de l'aile. Donc c'est plutôt le crabe qui est privilégié. À savoir, si vous êtes pilote d'aviation léger ou du LM, eh bien, les méthodes, c'est les mêmes sur gros avions. C'est juste que, voilà, au niveau du train, ils sont étudiés pour pouvoir se poser vraiment en crabe, mais en soi, c'est la même chose, c'est juste que les vitesses sont un peu différentes, mais vous retrouvez également à avoir, comme on peut le voir sur les images, à avoir de la dérive, et soit vous décidez de l'annuler au dernier moment, soit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous êtes posé, c'est pas gagné pour autant. Si la piste est mouillée, vous pouvez glisser, vous pouvez vous faire pousser même, donc il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'en tant que pilote, quand vous faites face à une situation où les conditions sont très dures à l'arrivée, vous avez en gros 4 options qui se présentent à vous. L'option numéro 1, c'est attendre. Comme vous l'avez vu avec le cas d'EasyJet, ils sont allés à la destination, ils ont fait 2 tentatives, ils sont revenus. Vous avez anticipé en prenant plus de pétrole de manière à avoir des options. Le pilote qui par mauvais temps se prend le minimum de chez Minimum Fuel et qui peut juste se dégager à côté, c'est pas une situation d'avenir, c'est non aéronautique, ça se fait pas. Donc vous avez du pétrole pour attendre et avoir des options. Vous attendez, vous voyez que les conditions sont meilleures, vous y allez. Vous voyez que les conditions ne sont pas forcément meilleures. Option numéro 2, on va voir. On va voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se brief, on va aligner. On va aligner, on va se rapprocher, on va aller à 200 pieds, on est go around minded, on pense à la remise des gaz. On y va, mais on a vraiment la main qui est chaude sur la remise des gaz, on a rebriefé la manette des gaz, la remise des gaz. Pourquoi? Parce que dans l'aviation ligne, c'est pas quelque chose qu'on fait non plus très souvent, donc c'est important en tant que leader, voilà, du vol, commandant, pilot flying, de rebriefer tout le monde. On s'attend à remettre les gaz, voilà ce qui va se passer. Également, il est possible qu'on remette les gaz assez haut s'il y a du wind shear. Attention à la remise des gaz haute énergie, ça a posé des soucis, on en parlera dans une autre vidéo, mais il faut y avoir anticipé, se préparer le cerveau à l'action. On parle de tout ça dans le bouquin, je dis ça, je dis rien. À partir de là, vous faites votre approche, si c'est bon, vous poursuivez, et voici à quoi que ce soit, on remet les gaz, on a bien briefé la remise des gaz, haute énergie, tout ça, il n'y a pas de souci. Et on peut retenter sa chance après encore un peu d'attente ou dans la foulée. Ensuite, on poursuit. Et là, on s'attend à ce que voilà, ça soit vraiment pas terrible, mais vous poursuivez, vous allez jusqu'à l'arrondi, on va à l'arrondi, et là, à l'arrondi, c'est pas bon, remise des gaz. Donc, la remise des gaz, c'est pas forcément minima. Attention à ça, dans l'aviation de ligne, on a souvent tendance à voir minima, on poursuit ou remise des gaz. La remise des gaz, ça peut être beaucoup plus tôt, ça peut être également beaucoup plus tard. Vous pouvez remettre les gaz à n'importe quel moment. Lors de l'arrondi, vous essayez de poser l'avion, c'est pas bon, on remise des gaz. Toga, on refait un tour. Et la dernière option, c'est on décide de remettre les gaz après toucher. Il vaut mieux remettre les gaz une fois qu'on a touché et qu'on voit qu'on est en train de se faire sortir de la piste que de forcer à tout prix. Et là, l'entraînement des pilotes des lignes ne nous prépare pas forcément à ça. Alors,
un peu quand même. Mais là où je veux en venir, c'est que dans l'aviation légère, dans l'aviation de chasse, encore plus dans la marine, on passe notre vie à faire des touch and go avec les appontages simulés sur piste, nous sommes habitués à faire des touchés décollés. Dans l'aviation de ligne, nous ne faisons pas régulièrement des touchés décollés, des touch and go. Néanmoins, c'est pour ça que c'est important de se rebriefer le cerveau dans ces cas-là. Si on voit que ça se passe pas bien au moment où on touche ou autre, on remet les gaz, on repart. Vous pouvez toucher avec les roues et repartir, refaire un tour. Tout le monde est en toute sécurité. Ça vous évite. On parlera par exemple d'un accident qui a eu lieu à Toronto avec un avion d'Air France. Ça peut vous éviter de vous faire sortir de piste parce que vous avez trop d'énergie, parce que c'est pas bon, parce que c'est mal embrayé. Donc cette remise des gaz d'une fois qu'on a touché, partir en touch and go est une possibilité. Forcément, une fois qu'on a lancé les reverse, non. Mais vous avez un petit créneau avant les reverse à réfléchir, à intellectualiser. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette remise des gaz, même une fois que vous avez touché. Moi, il m'est arrivé en rafale, des fois, de remettre les gaz après avoir un peu touché, ça se présentait pas bien. Une fois, j'ai fait un aquaplaning d'ailleurs, je m'étais tâté à remettre les gaz. Voilà, il faut toujours savoir que c'est une option. On est avec des avions surpuissants, vous êtes léger, vous êtes en fin de vol, vous mettez toga, ça va accélérer. Bien sûr, on reste dans le volume, mais c'est des choses à intellectualiser, à briefer, à préactiver dans son cerveau. Donc en résumé, on peut attendre, on peut se dire on va voir et peut-être qu'on fera une remise des gaz haute énergie assez haut. On va voir jusqu'à l'arrondi et si besoin on touche et puis après ça va pas, on repart. De manière générale, si vous arrivez, que vous avez un wind shear, vous allez être obligé de remettre les gaz. Derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne pouvez pas faire 14 approches. La personne qui fait une approche, wind shear, deux approches, wind shear, il retente une troisième fois, pas wind shear, il touche, il sort de piste, c'est pas bon pour sa carrière. Un peu de bon sens aéronautique. Donc le point sur lequel je voudrais insister, c'est que malgré ces forts vents, malgré ces conditions dantesques, les pilotes ont réussi. Les pilotes ont réussi à préserver la sécurité, il n'y a pas eu d'accident. Et je voudrais quand même préciser que face à ces conditions compliquées, vous n'utilisez pas les automatismes. Vous n'allez pas utiliser d'autoland, vous n'allez pas utiliser d'automanette, vous allez tout faire à la main. Et forcément, c'est un peu moins confort pour les passagers derrière. Mais dans ces cas extrêmes, on en revient à la bonne coordination, pilotage à la main, pilotage aux fesses, augmentation des marges, augmentation de la vitesse. Et le plus important, être go-around minded. Vous devez l'être en permanence, mais dans ces cas-là, encore plus que jamais. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les avions dans les tempêtes. Pour la petite histoire, il semblerait que le cisaillement de vent dans le jet stream nord-atlantique soit de plus en plus fort, que depuis 85 à peu près, il aurait gagné 17% d'intensité. Donc c'est des phénomènes avec lesquels il va falloir apprendre à vivre et je vous rassure qu'ils sont grandement étudiés. La question du jour aujourd'hui, si vous êtes pilote d'avion léger ou autre, donnez-moi votre composante traversière maximale par piste mouillée dans les commentaires. Allez, fly safe!